Donc, on va commencer ce webinaire par une introduction par le professeur Hossein Konsari, qui est donc directeur médical du Health Data Hub. Donc, Hossein, je te laisse la parole pour introduire ce webinaire. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis effectivement directeur médical du Health Data Hub et je suis aussi chirurgien à la PHP et prof à l'Université Paris-Cité. Donc, je vais vraiment en 2 mots vous introduire ce que sont et quel est, où est-ce que le Hub voit l'importance des data challenges en santé. Donc, les data challenges, ça peut paraître comme un petit phénomène au sein du monde des données de santé parce que c'est une compétition avec des enjeux un peu associé à un événement plus de compétition scientifique, un événement qui a une grande portée dans les perspectives de données. Mais nous, on est convaincus que c'est un instrument qui est très important pour construire des liens avec des personnes qui créent les données et avec des gens qui travaillent sur les données. Alors pourquoi ? Parce que le fait de construire un data challenge avec une société savante, avec un établissement hospitalier, ça place les praticiens et ceux qui travaillent avec les données face à beaucoup de questions qu'ils vont rencontrer aussi dans d'autres démarches qu'ils vont avoir vis-à-vis du travail avec les données, des questions réglementaires, des questions de mise aux normes des données, des interrogations sur leur partage, des interrogations sur leur valorisation. Donc, nous, on est convaincus que de construire des partenariats sur la base de data challenge avec des sociétés savantes ou autres structures de soins ou d'enseignement, des structures universitaires, c'est quelque chose qui est très porteur pour diffuser une culture de travail avec les données de santé. Et de promouvoir à travers cette diffusion de la culture toutes nos idées autour de la science ouverte et de la mise en commun des données de santé pour améliorer les soins et faire avancer la recherche. Et donc, dans le cadre de sa mission d'animation de cet écosystème des données de santé et de la promotion de ces valeurs qu'on essaye de mettre en avant, en partenariat avec la DNS et BPI France, on est impliqué dans le soutien de ces data challenges. Il y a eu un premier data challenge il y a 2 ans qui a été un succès en Anapat. L'année dernière, on a aussi eu un grand succès avec une plus grande diversité de thématiques. Et puis cette année, on espère encore qu'on va avoir une grande diversité de thématiques et qu'on va aborder des domaines où on n'attendait pas qu'il y ait des initiatives de data challenge. Voilà, donc on est très impatient de travailler sur encore des nouveaux types de données et continuer à faire remplir notre mission d'animation de l'écosystème et de promotion de ce qu'en pensent être nos valeurs autour des données de santé. Voilà, donc je redonne la parole à Lauriane. Super. Merci beaucoup, Hossein, pour cette introduction. Hop. Donc, on va poursuivre le webinaire avec donc une première partie sur le concept général d'un data challenge. Donc, je vais vous présenter cette première partie. Donc, moi, c'est Lauriane Armand, je suis chef de projet au Health Data Hub et je vais vous présenter une première partie pour reprendre plus généralement le concept de data challenge. Donc, un data challenge, c'est une compétition en sciences des données dont l'objectif va être de résoudre une problématique grâce à des solutions d'apprentissage supervisées. Et ces solutions, elles vont être développées à partir d'un large jeu de données qui sera mis à disposition de compétiteurs. Donc, ces compétitions de data challenge, elles se déroulent en ligne sur des plateformes dédiées. La plus connue de ces plateformes, c'est Kaggle, la plateforme de Google. Et donc, cette compétition, elle sera ouverte à tout type de participants. En général, ça va être des data scientists qui peuvent être des chercheurs, des étudiants, des industriels ou même des équipes qui proviennent de start-up et en général à échelle internationale. Donc, l'intérêt de ce type d'initiative, ça va être à la fois d'une part pour les organisateurs qui vont avoir par ce moyen une résolution de leurs problématiques et d'autre part pour les compétiteurs qui, eux, vont avoir l'occasion de se démarquer, de se faire remarquer et de remporter un prix de récompense. Donc, c'est un format participatif qui va permettre donc, de créer des interactions et de promouvoir un esprit d'innovation. Donc, concrètement, comment vont se dérouler ces compétitions ? Alors, elles vont avoir lieu sur des plateformes dédiées, comme on le disait, sur laquelle les compétiteurs vont pouvoir s'inscrire. Et cette plateforme, elle va leur permettre déjà, dans un premier temps, de comprendre
la problématique et les règles du challenge. Donc, on va retrouver de la documentation sur cette plateforme qui va expliquer tout le contexte et les enjeux liés à la problématique. C'est aussi sur cette plateforme que les compétiteurs vont pouvoir accéder aux jeux de données à partir desquels ils vont pouvoir développer leur algorithme. Ils vont pouvoir donc télécharger ces données et aussi avoir accès à un espace de calcul pour pouvoir entraîner leur algorithme. Ensuite, un autre élément essentiel qu'on va retrouver sur la plateforme de compétition, c'est le leaderboard. Donc, le leaderboard, c'est un classement en temps réel qui va permettre aux participants, aux compétiteurs de comparer entre eux la performance de leurs algorithmes. Et donc, c'est à partir de cette comparaison, de cette performance qu'on récompensera à la fin les meilleurs algorithmes, les participants les plus performants. Et enfin, une dernière chose qu'on retrouve sur la plateforme, ce sont des espaces d'échange où les participants pourront échanger entre eux et aussi les organisateurs pourront répondre à certaines questions des participants. Alors ici, on a mis plus concrètement quelques illustrations de ce qu'on peut retrouver sur une plateforme de Data Challenge. Donc, comme on le disait précédemment, on a tous les éléments en fait, nécessaires à la compréhension de la problématique pour les participants. Ici, on a l'exemple de la description du challenge de la Société française de pathologie. Donc ça, Philippe Berthaud, qui est présent, vous en parlera plus en détail tout à l'heure. Donc ici, l'objectif sur cette partie de la plateforme, ça va être de définir tous les concepts spécifiques du challenge. Donc dans cet exemple, ça va être des concepts médicaux à un public non initié, donc aux data scientists qui vont participer, qui sont en général pas familiers voilà, avec les concepts du challenge qui sont des concepts médicaux. Donc ici, on a par exemple une illustration de ce qu'on expliquait pour le challenge de la SFP, où on expliquait ce qu'était une biopsie et où on mettait des images pour que les participants puissent comprendre en fait les données qu'ils auront à analyser. Sur la plateforme, on va retrouver aussi toutes les informations pratiques où on va décrire les différents jeux de données, donc leur format. On va aussi expliquer aux compétiteurs le format de soumission qui est attendu pour l'algorithme. Et il y a également un règlement intérieur de la compétition. Donc, c'est dans ce règlement que les organisateurs vont décrire toutes les modalités de participation et aussi de remise des prix, notamment, et voilà, de partage des algorithmes à la fin de la compétition. Ici, on a illustré tous les espaces collaboratifs qui sont mis à disposition. Donc, il y a un forum qui permet aux participants d'échanger entre eux et d'échanger aussi avec les organisateurs de la compétition. Donc, comme ça, si les participants ont des questions, les organisateurs peuvent répondre et tous les participants peuvent accéder à ces échanges pour pouvoir développer leur algorithme. Et il y a aussi des espaces d'échange de notebooks où les compétiteurs entre eux et aussi les organisateurs peuvent partager des codes ou voilà, leur notebook pour aider à la bonne réalisation du challenge. Donc là, on peut voir un élément essentiel de la plateforme dont on parlait tout à l'heure, c'est le leaderboard. Donc le leaderboard, c'est un classement en temps réel des compétiteurs en fonction du score de performance de leurs algorithmes. Donc, c'est ce score-là qui va permettre aux participants, enfin, le leaderboard, pardon, c'est ça qui va permettre aux participants d'évaluer des versions intermédiaires de leurs algorithmes avant une soumission finale. Et cette évaluation, ça permet de classer les compétiteurs entre eux pour qu'ils puissent retravailler leurs algorithmes et essayer d'obtenir le score de performance le plus élevé pour espérer gagner la compétition. Et ce score de performance qui détermine le classement, il est calculé à partir d'une métrique d'évaluation. Donc, c'est ce qu'on peut voir en bas à droite. Ça, c'était la métrique qui avait été utilisée dans le cadre du challenge de la Société française de pathologie. Donc, cette métrique, en fait, c'est une formule mathématique qui permet de pondérer les erreurs commises par l'algorithme des participants. Donc, par exemple, pour un challenge en santé, la métrique, elle va être formulée de façon à pondérer les erreurs en fonction de la gravité clinique réelle de l'erreur. Donc, par exemple, on peut décider de punir plus sévèrement une erreur qui sera de type faux négatif qu'une erreur de type faux positif. Voilà, c'est ce qui va permettre d'avoir un score représentatif le plus représentatif possible de la réalité clinique.
Donc ici, on voit un peu plus concrètement les différentes phases de déroulement d'une compétition de Data Challenge. Donc généralement, ces compétitions, elles s'étendent sur quelques semaines à quelques mois. Voilà, contrairement à des événements de type hackathon, en général, c'est sur quelques jours, sur des durées beaucoup plus courtes. Ici, c'est des événements un peu plus longs. Donc, dans un premier temps, on a une première phase qui est une phase d'apprentissage, pendant laquelle les participants vont prendre connaissance de la problématique et de ses enjeux, et des jeux de données qui sont associés à cette problématique. Ensuite, ils vont commencer à programmer et à entraîner leurs algorithmes sur un premier jeu de données qui est labellisé. Donc labellisé, c'est-à-dire qu'à chaque donnée est associée la valeur à prédire. Donc, par exemple, pour le challenge de la Société française de pathologie, on avait des lames numérisées d'anatomopathologie, et à chaque lame était associée une classe diagnostique. Donc, la classe diagnostique, c'était la variable à prédire. Et pendant cette phase d'apprentissage, donc l'algorithme devait apprendre à être capable de déterminer plus tard la classe uniquement à partir de l'image numérisée de la lame. Donc, après cette phase-là, on va avoir une phase de test intermédiaire où les participants vont soumettre une version intermédiaire de leur algorithme sur la plateforme qui va être testée sur un jeu de données, un nouveau jeu de données. Et là, les résultats prédits par l'algorithme vont être comparés aux résultats réels. Et c'est là qu'on va déterminer le score de performance qui va permettre le classement sur le leaderboard. Donc, en fonction de ce score, les participants vont pouvoir améliorer leur algorithme et faire de nouvelles soumissions pour essayer de l'améliorer. Et finalement, il y a une phase de soumission finale où les participants soumettent une version définitive de l'algorithme qui est testée sur un troisième jeu de données et qui va permettre d'obtenir le score final de performance. Et c'est à partir de ce score-là qu'on récompensera les meilleurs participants. Alors, on va arriver à la fin de cette première partie pendant laquelle on a repris tous les grands principes du déroulement d'une compétition de Data Challenge. On va maintenant entrer dans les aspects un peu plus organisationnels de ce type de compétition, donc des Data Challenge en santé. Donc effectivement, l'organisation de Data Challenge en santé, ça va impliquer des étapes de cadrage scientifique, méthodologique et réglementaire qui vont être spécifiques à la réutilisation de données de santé. Donc, c'est pour ça qu'on a créé un guide qui va reprendre plus en détail toutes les différentes étapes et bonnes pratiques à suivre, donc spécifiques à la réutilisation des données de santé pour organiser un Data Challenge en santé. On va vous mettre le lien dans le chat si vous souhaitez consulter ce kit Data Challenge. Hop. Et donc, on va rentrer, comme je vous le disais, dans le vif du sujet, les Data Challenge en santé. Et je vais donc laisser la parole à Agathe Delaune, qui est également chef de projet Data Challenge au Health Data Hub, qui va vous présenter les Data Challenge en santé, l'appel à projet qui a été lancé en juillet par la délégation ministérielle au numérique en santé et BPI France. Agathe, je te laisse la parole. Ça marche. Voilà. Okay. Super, merci Lauriane. Alors, donc avant de vous dire un mot sur l'appel à projet qui est ouvert depuis juillet, on va dire quelques mots sur les 6 projets Data Challenge qui sont en cours d'organisation. Donc, on travaille avec 4 sociétés savantes et 2 établissements de santé. On travaille notamment avec la Société française de chirurgie thoracique et cardiovasculaire qui travaille sur un Data Challenge dédié à la classification des tumeurs neuroendocrines pulmonaires. On travaille aussi à nouveau avec la Société française de pathologie et la Société française de dermatologie qui prépare un Data Challenge sur la prédiction de l'évolution métastatique de mélanome. On travaille également avec la Société française d'allergologie qui organise un Data Challenge portant sur des données biologiques d'allergologie. On travaille aussi avec la Société française de médecine nucléaire qui organise un Data Challenge sur la prédiction précoce des syndromes parkinsoniens. Et également avec l'hôpital Foch, avec qui on
prépare un data challenge de prédiction des rejets de greffe suite à des transplantations pulmonaires à partir de données d'Anapat. Et enfin, on travaille également avec les hôpitaux universitaires de Strasbourg, donc sur un data challenge de détection des maladies orales et dentaires rares, voilà, à partir de photographies de dents. Voilà. Donc, en 2022, avec la BPI et la DNS, on a décidé de lancer à nouveau un appel à projet Data Challenge en santé. L'objectif est de sélectionner de nouveaux Data Challenge. Les projets sélectionnés bénéficieront d'un accompagnement humain et financier. Donc, si vous avez une idée de projet Data Challenge, on vous invite à déposer votre candidature sur la plateforme de BPI France. On va vous mettre le lien de cette plateforme dans le chat. La date limite pour déposer une candidature a été fixée au mercredi 2 novembre 2022. Voilà. Donc, on va maintenant présenter brièvement les critères de sélection des projets. Ces critères de sélection sont décrits plus en détail dans le cahier des charges de l'appel à projet qui se trouve, que vous pouvez retrouver via le lien qui va être mis dans le chat. Donc, parmi les critères, il y a un critère qui porte sur l'intérêt de la question clinique. Il faut que celle-ci soit pertinente et originale. Ensuite, il faut que la problématique que vous allez proposer, il faut qu'elle puisse être résolue par une approche d'intelligence artificielle, c'est-à-dire une approche d'apprentissage supervisé. Il faut également que le projet soit faisable en termes de volumétrie de données. Il faut donc pouvoir être en capacité de collecter des données en nombre suffisant pour que la qualité des algorithmes produits soit suffisamment robuste. On attend aussi de la part du partenaire qu'il accepte de partager les données collectées, anonymisées, à l'issue de la compétition. Et par ailleurs, on attend aussi du partenaire qu'il s'implique dans l'organisation du projet. Voilà, donc plusieurs personnes provenant de la structure qui portera le projet devront s'impliquer dans les différents comités d'organisation du projet. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez déposer un dossier pour un projet qui combine plusieurs spécialités médicales. Mais voilà, ce point-là ne constitue pas un critère de sélection. Voilà. Donc ici, on va vous présenter l'accompagnement qui est proposé par le HDH. Donc le HDH accompagnera les projets sélectionnés dans toutes les étapes de l'organisation. Il y aura une aide au cadrage organisationnel, scientifique, réglementaire, et également une aide pour la collecte des données. Et à la fin de la compétition, une fois que celle-ci sera terminée, il y aura un accompagnement pour la mise en valeur du projet et des résultats. Donc, tout ça est très bien décrit dans le cahier des charges de l'appel à projet. Donc, en plus de l'accompagnement humain du Health Hub, les projets sélectionnés pourront bénéficier d'un financement qui pourra atteindre jusqu'à 200 000 € par projet. Donc, ce financement provient du programme Grand Défi de la DNS et il est opéré par BPI France. Donc, les structures qui sont éligibles à l'appel à projet et donc à son financement sont les sociétés savantes rattachées à des CNP, les établissements de santé publics ou privés, les groupements de coopération sanitaire et les structures labellisées IHU, donc Institut Hospitalo-Universitaire. Voilà. Donc, sur cette diapositive, on vous a présenté un exemple de budget associé à l'organisation d'un projet Data Challenge. Donc, le coût principal à anticiper, c'est le coût de la plateforme
d'hébergement du Data Challenge. Donc ça, c'est une dépense qui peut être couverte par le financement BPI. Il faut également anticiper le prix de récompense qui sera attribué aux lauréats du Data Challenge. Donc ici, on a indiqué un exemple de 25 000 €, mais la valeur, la valeur que vous attribuez à la récompense, elle est libre. Hein, vous pouvez les porteurs de projets peuvent choisir la somme qu'ils souhaitent. Donc, cette dépense peut également être prise en charge par BPI à condition que les lauréats soient européens. Donc, ce que l'on conseille, c'est de prévoir un budget extra pour les lauréats qui seraient non européens dans le cas où vous organisez un Data Challenge international. Pour toutes les autres dépenses associées à des prestations de services qui peuvent être des prestations de type délégué à la protection des données ou même un recrutement pour un chef de projet, les dépenses peuvent être couvertes par le financement BPI. Voilà. Donc, ici, on a décrit les différents rôles attendus de la part des porteurs de projets qui auront été sélectionnés. En fait, on attendra des porteurs de projets qui s'impliquent dans chacune des étapes de l'organisation, donc à la fois au niveau du cadrage scientifique et organisationnel, également dans la collecte des données, dans le suivi du circuit des données et dans la mise en valeur des résultats. Voilà. Alors, sur cette diapositive, on a décrit l'organisation type d'un Data Challenge, donc les différentes étapes qui doivent être menées par le porteur de projet accompagné par le HDH pour aboutir à la mise en ligne d'un Data Challenge. Donc, la première étape consiste au cadrage du projet, c'est-à-dire le cadrage scientifique et réglementaire, et également opérationnel et financier. Ensuite, une fois que tout est cadré, une fois qu'on a bien identifié la question médicale qui va être posée, le cadre réglementaire qui permet au projet de se faire, une fois qu'on a bien identifié les dépenses qui vont être associées au projet, on peut se lancer dans la collecte des données auprès des centres inclueurs. S'il y a lieu de faire une collecte des données, parfois les porteurs de projets disposent déjà d'une base de données. Donc, une fois que les données sont collectées, on passe à une étape de préparation des données. Donc, ça peut être... en général, il s'agit d'une annotation et d'une labellisation des données et d'une préparation des jeux de données. Une fois que les jeux de données sont prêts, c'est-à-dire anonymisés, annotés et que les jeux de données sont bien répartis, ils peuvent être envoyés à la plateforme d'hébergement de la compétition. Et alors, le Data Challenge à proprement parler débute. À la fin une fois que le challenge se clôture, on passe dans la phase post-Data Challenge. Et c'est une phase de valorisation des résultats. Donc, on valorise à la fois les données qui auront été collectées à l'occasion du Data Challenge, également les algorithmes qui auront été produits. Et c'est aussi l'occasion de rédiger des publications scientifiques dédiées au Data Challenge. Dans la partie basse de la diapositive, on a décrit en fait la gouvernance type pour l'organisation d'un Data Challenge. Il y a une équipe projet dont le rôle est de suivre au quotidien l'avancée du projet sur les aspects juridiques, organisationnels, techniques et financiers. Il y a également un comité d'organisation qui prend des décisions, on va dire, sur les aspects organisationnels. Ça peut être, par exemple, des décisions qui concernent la contractualisation avec certains prestataires de services. Il y a aussi le conseil scientifique, dont le rôle est de prendre les décisions d'un point de vue médical, d'un point de vue scientifique. Le conseil scientifique, il est à la fois composé de spécialistes médicaux qui connaissent bien le domaine médical qui est étudié
mais il est également composé de data scientists qui, eux, s'y connaissent en machine learning et en apprentissage automatique. Donc, voilà. Le rôle du conseil scientifique, c'est de bien cadrer la problématique médicale et de s'assurer que celle-ci va pouvoir être résolue par une approche d'intelligence artificielle. Et enfin, si vous avez besoin d'annoter des données, il va falloir constituer un comité d'annotation qui est constitué donc d'experts du domaine médical et qui vont pouvoir donc indiquer à chaque fois la valeur à prédire pour chacune des données. Voilà. Donc, en ce qui concerne les modalités de candidature à l'appel à projet, donc, les candidats doivent constituer un dossier de candidature qui va décrire les différents aspects de leur projet. Il faudra notamment décrire en fait la structure candidate et les personnes qui sont prêtes à s'impliquer dans le projet. Il faudra également décrire le domaine médical et la problématique envisagée et il faudra aussi décrire les données envisagées. Voilà. Parmi d'autres informations qui sont toutes décrites dans le dossier de candidature que vous pouvez télécharger sur le lien BPI France. Voilà. Alors, je vais passer à la slide suivante. Donc, pour finir, en ce qui concerne cet appel à projet, on va faire un petit point sur le calendrier. L'appel à projet est ouvert depuis juillet 2022 et il va se clôturer le 2 novembre 2022. Après la clôture de l'AAP, il y aura une première analyse des données et une phase de présélection sur la base de critères d'éligibilité. Ensuite, les projets présélectionnés auront la possibilité de bénéficier de consultations juridiques et techniques pour leur permettre de consolider leur dossier de candidature. Et après ça, il y aura une phase d'audition à l'issue de laquelle il y aura la sélection définitive des projets. Voilà, donc, et on prévoit donc un lancement des projets. Disons qu'on prévoit une annonce des projets sélectionnés aux alentours de mars 2023. Voilà. Alors, donc, nous allons maintenant donner la parole au professeur Philippe Berthaud, qui est président de la Société française de pathologie et organisateur du premier Data Challenge de la Société française de pathologie qui a été organisé en 2020. Merci beaucoup Agathe, merci Lauriane pour cette invitation. Donc moi, après tout ce que Lauriane et Agathe vous ont dit, ça ne sera que des répétitions, mais des répétitions appliquées à une situation pratique qui était le premier Data Challenge qu'on a organisé avec le soutien du Health Data Hub. Donc quand je dis on, c'est la Société française de pathologie, donc c'était en 2020. Alors vous avez sur cette première diapositive un exemple type des données qu'on fournissait aux compétiteurs. C'était des lames donc d'anatomie pathologique, des lames de biopsie de col de l'utérus. Et la question que l'on a posée est une question simple. Hein, pour un premier data challenge, on n'a pas voulu faire trop compliqué. Enfin, simple et pas si simple que ça. C'était vous, algorithme, vous, compétiteurs, êtes-vous capable de classer ces lames de biopsie de col de l'utérus en 4 catégories. La catégorie franchement bénin, il n'y a à peu près rien, quoi, un petit peu d'inflammation, c'est tout. Ou bien à l'autre bout, la catégorie franchement malin, c'est un cancer infiltrant. Et entre les deux, il y avait 2 autres catégories de dysplasie de bas grade et dysplasie de haut grade. Donc voilà la question telle qu'on l'a posée. Donc vous avez quelques chiffres là en résumé, hein, 4000 lames de biopsie, on va voir comment on se les a procurées, une vingtaine de centres qui ont répondu à notre appel. In fine, près de 600 participants du monde entier qui se sont affrontés sur ces lames, et puis des algorithmes qui, quand même, au total, les meilleurs approchaient, enfin, dépassaient largement les 90%, et presque 95%, 95% de quoi c'était un score construit, hein, mais donc c'était quand même déjà absolument excellent.
Alors, est-ce que je peux... ben voilà, je n'arrive pas à passer à la diapositive. Si, voilà, la diapositive est passée et c'est la bonne. Alors, vous avez en haut de cette diapositive une petite frise chronologique qui nous rappelle comment ça s'est passé tout ça. En gros, les premiers contacts, c'était il y a 3 ans, en octobre 2019. On a été allé voir Stéphanie Combe, directrice du Health Data Hub, qui nous avait proposé cette idée. Et avant d'arriver au mois de mars 2020, vous voyez qu'on a commencé à collecter des données. En fait, avant, on aurait pu l'indiquer sur cette diapositive, on a réfléchi à ce qu'on allait collecter. Et la réflexion doit précéder l'action, ça je vous le conseille. C'est-à-dire qu'en fait, quelle est la question qu'on se pose déjà? Et la question qu'on se pose, pour bien se la poser, ça nous amène à constituer ce dont nous parlait Agathe, c'est-à-dire un conseil scientifique. Et toute cette gouvernance, on va dire, comité de pilotage, conseil scientifique, etc., comité de suivi, c'est important d'avoir tout de suite en tête comment ça va fonctionner, parce qu'il y a quand même pas mal de questions à se poser et il faut apporter des réponses à peu près correctes. Donc, la bonne question, on a essayé de se la poser. Ça a pris quelques semaines de réflexion. Et donc, c'était voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, quel diagnostic, 4 classes diagnostiques sur des biopsies du col de l'utérus. Et donc, ça nous amène à la collecte de ces données. Comment on a fait? Alors, c'est en bas de la diapositive. On a commencé par un AMI, un appel à manifestation d'intérêt auprès de toute la communauté anatomopathologique française. Et on a demandé qui serait intéressé de participer à cette compétition. Alors au début, personne ne savait ce que c'était. Donc on a suscité beaucoup d'interrogations, beaucoup d'enthousiasme aussi, puisque c'était le début. Et il y a une vingtaine de centres qui se sont portés volontaires. Et en grattant, on a réussi à obtenir quand même à peu près, pour 3000 patientes, à peu près 4000 lames. Alors, c'est après donc qu'il y a eu tout un travail complémentaire. Déjà, ce désarchivage, c'était un travail considérable. Et après commencent les parties un petit peu plus spécifiques au Data Challenge, c'est-à-dire qu'il va falloir anonymiser toutes ces informations, puisque, quand même, in fine, je vous rappelle, hein, c'est pour être mis en open access pour le monde entier. Donc, évidemment, il ne s'agit pas de pouvoir remonter au nom d'une quelconque patiente. Alors, avant de procéder à cette anonymisation, il faut tout de suite s'équiper d'un cadre juridique et notamment d'informer les patients, les patientes en l'occurrence. Donc, on a écrit à peu près 3000 personnes. Certains nombres se sont opposés, mais peu. Certaines ont été un peu émues qu'on leur rappelle cet épisode douloureux de leur vie. Bref, je passe. Ça, c'est le quotidien de l'information aux patients. Et il a fallu les informer, d'une part, parce que c'est un projet de recherche, et d'autre part parce qu'on a traité leurs données de santé et on les a notamment anonymisées. Et c'est un process numérique, donc qui nécessite leur information. Puis on a numérisé ces lames complètement anonymisées, et ces lames anonymisées ont été déposées sur les serveurs du Health Data Hub pour y être ensuite, et ce sera l'étape suivante. Donc, je passe à la diapositive. Une fois que c'est sur les lames du Health Data Hub, voilà. Que s'est-il passé? Eh bien, ces lames, il a fallu les annoter, c'est-à-dire que les annotations, à quoi ça sert? Ça sert à, en gros, fournir aux compétiteurs un certain nombre d'informations dont parfois ils peuvent se passer. Hein. Annoter des données, c'est un facultatif du Data Challenge. C'est une aide qu'on apporte aux compétiteurs, mais parfois on peut laisser les compétiteurs se débrouiller totalement et simplement leur poser la question, débrouillez-vous pour nous classer ça en 4 catégories pertinentes. Mais bon, on avait choisi quand même d'aider un petit peu en annotant, donc en rajoutant des petites boîtes graphiques de différentes couleurs selon le degré de gravité de la maladie. Et ça, c'était les annotations graphiques sur chaque lame. Hein. Donc, vous imaginez le boulot sur 2500 lames. Il a fallu un comité d'experts annotateurs. En bref, 5 collègues qui connaissaient très bien cette pathologie et qui se sont pliés à cet exercice difficile en plein été 2020. Alors, je vous rappelle d'ailleurs que c'était un été un peu particulier et même mars 2020, c'était le début du Covid. Hein, donc, on a fait tout ça dans une ambiance un peu particulière. On a failli baisser les bras. Et puis quand même, on les a trouvés, les 2500 lames, et on a trouvé les gens pour annoter tout ça. C'était une expérience de première année Covid. Toutes ces lames, on a pu les annoter sur les serveurs du HDH, donc grâce à un outil, un logiciel gratuit
qui s'appelle Cytomine, enfin, qui est avec une licence open source et qui nous a rendu de grands services. Et puis donc, on est arrivé à la fin de l'été 2020, au mois d'août, avec des données prêtes à noter sur les serveurs du Health Data Hub. Et là, eh bien, ces données, on les a envoyées vers le serveur final, qui est le serveur où se fait la compétition elle-même, hein, où les compétiteurs du monde entier ne se sont pas affrontés sur les serveurs du HDH, non, ils se sont affrontés sur les serveurs d'une société américaine, en l'occurrence, qui s'appelle Driven Data. Et donc, c'est fin août 2020, dans le stress total, parce qu'on avait des deadlines à tenir. Hein. Là, c'est quand vous prévoyez la fin de votre data challenge, soyez sûr que vous aurez le temps de tout faire avant quand même. Donc, nous, cette première année, on avait été très ambitieux et ça a été stressant, surtout une année Covid. Mais là, vous aurez plus de temps pour caler vos dates d'événements finaux, donc il y aura probablement moins de stress. Et donc, fin août 2020, on a envoyé tout ça à Driven Data, 3 ou 4 téraoctets de RAM. Donc, c'était quand même une épreuve d'envoyer tout ça par réseau interposé. Et c'est bien arrivé là-bas. Ils ont tout mis en forme et la compétition a pu se tenir. C'était donc étalé sur 7 semaines, je crois, de mémoire, de début septembre jusqu'à la fin octobre. Et donc, ils se sont d'abord, ils se sont servis de lames d'apprentissage. Il y avait à peu près 1000 lames d'apprentissage sur lesquelles ils apprenaient. Et puis, ils avaient un deuxième jeu dit de test intermédiaire qu'on a appelé le jeu leaderboard, ce qui permettait aux compétiteurs de s'évaluer, de s'interclasser pour voir où ils en étaient en gros par rapport aux autres compétiteurs, mais ce n'était pas le jeu d'examen final. Et puis, donc, ils ont eu connaissance du jeu final, ça a duré 2-3 jours, pas plus, à la fin des 7 semaines, où donc, ils soumettaient leur algorithme sur le site de Driven Data, et c'est Driven Data qui faisait tourner l'algorithme sur le jeu de validation finale, et en sortait une classification, donc en 4 classes. Et en fonction de l'écart de cette classification par rapport à la vérité de terrain étant celle donnée par les experts pathologistes, eh bien, chaque algorithme était noté plus ou moins pénalisé, comme l'expliquait Lauriane ou Agathe, plus ou moins pénalisé en fonction de l'écart par rapport à la vérité de terrain. Donc, voilà, vous avez déjà vu tout à l'heure, je crois, que les 10 premiers compétiteurs, mais enfin, bref, il y en a ici les 5 premiers avec leur classement, leur note finale, donc note calculée en fonction de l'écart par rapport à la vérité de terrain. Et pour chaque lauréat, eh bien, on pouvait établir ce qu'on appelle une matrice de confusion. Et ici, par exemple, pour celui qui est arrivé à la première place, vous voyez que les lésions qui étaient vraiment des true 3, c'est-à-dire classe 3, c'est-à-dire les cancers, donc les vrais cancers, ceux attestés par les experts pathologistes, eh bien, l'algorithme, dans 95,3%, les a effectivement classés aussi, classe 3, en cancer. Et puis, dans 3,3% des cas, l'algorithme les a classés dans la catégorie en dessous qui était dysplasie de haut grade, donc c'est déjà pas mal. Et puis, dans 1,4% des cas, dans la catégorie encore en dessous, dysplasie de bas grade, c'est déjà moins bien. Et puis, heureusement, jamais ça n'a été classé dans la catégorie il n'y a rien, c'est bénin. Et donc, à l'aide de ces matrices de confusion, était calculé le score final qui a permis d'interclasser les candidats entre eux. Alors, les voilà. Là, on a les 4 premiers seulement, mais il y en a d'autres. Hein. Alors, on a parmi les 4 premiers une équipe française qui est arrivée en première position. Et d'ailleurs, il y a une autre équipe française qui est arrivée de mémoire, je crois, en 6e position. Et puis, il y en a quelques autres ensuite. Donc, premier, la France. Et puis ensuite, on avait des collègues de l'étranger. Donc, un collègue du Kenya, Raphaël Kiminia, un collègue qui était en postdoc en ce moment, enfin, il y a 2 ans, au Canada, mais qui était d'origine kazakh. Et puis la 4e équipe, c'était une équipe de Shanghai. Alors, il y a des profils de compétiteurs, hein, il faut le savoir.
il y a des compétiteurs qui sont vraiment des professionnels du domaine d'intérêt. En l'occurrence, là, les premiers, c'est une société qu'on connaît bien, nous, anatomopathologistes, qui travaillent dans le domaine de l'anatomie pathologique. Par contre, les autres, là, notamment le deuxième et le troisième, ne connaissaient pas du tout le domaine des images anatomopathologiques et font partie de ce qu'on appelle les serial compétiteurs, parce que ça leur fait une rémunération, mine de rien, hein, parce que voilà, quand on est très bon, on peut avoir des prix. Et des gens qui sont capables, avec de l'intelligence et quelques moyens informatiques, à partir de données médicales, astronomiques ou de données bancaires, sont capables de classer, de ranger et donc d'être bien classés. Voilà, donc c'est un profil aussi intéressant dont on a sûrement des choses à apprendre aussi, puisque, comme on vous le disait tout à l'heure, les algorithmes qui reçoivent un prix sont priés d'être mis en open access. Alors voilà, ça c'est ma dernière diapositive, c'est la conclusion. Qu'est-ce que ça apporte tout ça? Alors, donc là, la Société française de pathologie, bien sûr, a été ravie aux côtés du Health Data Hub de faire ce travail. Et on est ravis de continuer d'ailleurs. Là, on fait un deuxième Data Challenge, comme on vous l'a dit, sur le mélanome. Cette fois-ci, c'est plus compliqué, c'est avec les collègues dermatologues. Donc, on a rajouté un niveau de complexité, ça c'est clair, parce qu'il y a des données à la fois cliniques et anatomopathologiques. Alors, pour revenir au Data Challenge d'il y a 2 ans, on n'a toujours pas tout à fait terminé d'analyser les résultats, mine de rien, ça prend du temps. On a fait un premier article qui était très descriptif sur la compétition elle-même, un article dans une revue française. Et puis là, on est en train de finaliser un deuxième article en langue anglaise qui a repris les résultats des meilleurs compétiteurs en nous attardant particulièrement sur les lames qu'ils n'ont pas reconnues, les lames qui leur ont posé problème. Et on a ressorti ces lames, on les a scrutées avec plusieurs pathologistes et on a quasiment toujours trouvé des explications. Autrement dit, ce dont on dit la boîte noire de l'intelligence artificielle, elle est quand même pas si noire que ça dès qu'on commence à rentrer un peu dans le moteur, mais il faut rentrer, mais il y a quand même de l'explicabilité dans beaucoup de choses. Alors, sur la mise en open data, ça c'est un autre sujet, un sujet qui est complexe dans tous les pays et peut-être encore un petit peu plus en France, puisqu'on a beaucoup de lois qui sont protectrices. Mais quand il s'agit d'ouvrir les données, c'est relativement compliqué. Alors, surtout pour le premier challenge, on est allé tellement vite que l'information aux patients, on ne l'a pas fait exactement comme on aurait dû le faire pour ensuite se simplifier la vie. Et donc, on est encore en train d'essayer de rattraper le coup, mais il y a des choses qu'on ne rattrapera pas. Alors, pour les challenges en cours et vos futurs data challenges, surtout quand vous contractualisez dès le début, quand vous informez les patients, en clair, c'est dès le début qu'il faut écrire noir sur blanc et très clairement que ces données devront être mises en open data. Et ensuite, vous aurez les coudées beaucoup plus franches que nous les avons eues il y a 2 ans. Alors, c'est vrai que c'était pour nous une promotion de l'ensemble de l'écosystème. C'est un mot chic, mais c'est vrai, quoi, ça a emballé un petit peu tout le monde, que ce soit des médecins, des biostatisticiens, des bioinformaticiens, les collègues du HDH, les juristes, le DPO, enfin, tout le monde s'y est mis. C'est une aventure collective, un data challenge. Alors, qui conduit à des publications, on en a parlé, et là, celle qu'on est en train d'écrire en anglais est faite en partie avec donc certains compétiteurs très bien classés. Donc, c'est vrai que ça a permis aussi de mettre en open source certains algorithmes particulièrement performants. Et puis, ça permettra, on l'espère, de faire progresser l'ensemble du système, parce que quand il s'agit d'aller récolter des données, le réglementaire, les procédures, la logistique, tout ça, c'est compliqué. Et donc, je pense que dans le kit Data Challenge que proposent Lauriane et Agathe, déjà, il doit y avoir beaucoup de tuyaux supplémentaires par rapport à ce qu'on a vécu quand on a défriché tout ça il y a 2 ans. Voilà, c'était la petite expérience que je voulais vous faire partager. Et j'arrête de partager mon écran, donc.
Merci beaucoup Philippe pour ce retour d'expérience. C'était vraiment voilà, un plaisir de vous avoir pour ce webinaire. Du coup, j'invite les participants à m'envoyer leurs questions. Alors, j'ai déjà eu quelques questions. Je vais remonter un petit peu pour vous lire. Et voilà, donc si vous avez d'autres questions aussi ultérieurement, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse mail qui s'affiche. Alors, hop. Alors on va remettre une caméra. Alors, j'avais une première question au début de mon intervention. Oui, c'est vrai que j'ai parlé de téléchargement de données pendant la phase d'apprentissage. Donc, en fait, au niveau du design de la compétition, vous pouvez sur la plateforme laisser la possibilité ou non aux compétiteurs de télécharger les données. Donc, dans tous les cas, il faut laisser la possibilité aux compétiteurs d'avoir au moins accès en téléchargement à un échantillon de données pour qu'ils puissent programmer leur algorithme et voilà, savoir comment travailler sur un échantillon à plus grande échelle. Mais il y a la possibilité sur les plateformes de Data Challenge d'entraîner les algorithmes directement sur la plateforme, donc dans un format en fait boîte noire où ils entraînent l'algorithme sur des données auxquelles ils n'ont pas accès en téléchargement. Il y a soit cette possibilité-là, soit une possibilité où les compétiteurs ont accès entièrement aux datasets d'entraînement et peuvent tout télécharger. Ça dépend voilà, de la volonté de l'organisateur. Ensuite, on nous demandait pour les prochains challenges du HDH, y aura-t-il une étude statistique sur les écarts observés, écarts significatifs ou non, entre les diverses équipes à la fin du challenge? Donc ça, c'est des études qui peuvent, ce sera au bon vouloir des organisateurs de Data Challenge de cette année. Pour l'instant, voilà, on n'a pas discuté, mais ça peut être mis en place parce que c'est vrai que c'est une idée intéressante. Mais voilà, on n'a pas la réponse pour l'instant. Alors, on demande si ce sera possible d'avoir le support de présentation. Donc oui, le support de présentation sera mis en ligne en même temps que le replay. Et si vous souhaitez l'avoir avant le replay, vous pouvez nous écrire par mail donc, à l'adresse qui s'affiche. Comme ça, on peut vous l'envoyer directement. Mais voilà, dans quelques jours, il y aura un replay de cet événement où vous pourrez aussi télécharger le support qu'on vous a présenté. On nous demande, donc bonjour, à quoi correspond concrètement le coût de la plateforme Data Challenge? Son prix est-il fixe? Donc quand on avait présenté le budget Data Challenge, on avait mis environ 100 000 €, je crois, pour la plateforme. Donc ça va dépendre du prestataire plateforme qui va être sollicité, ce qui va, le coût qui va être incompressible, on va dire, dans le budget plateforme, ça va être le coût lié au serveur et à la puissance de calcul. Donc, ça va dépendre vraiment de la volumétrie du jeu de données qui va être utilisé dans le cadre du challenge. C'est ça, en fait, qui coûte le plus cher. Après, c'est très variable en fonction des plateformes. Les plateformes les plus connues vont être forcément plus chères, mais vont avoir un rayonnement international. Donc, recruter plus de compétiteurs. Et après, il y a des plateformes un petit peu moins connues qui seront moins chères, mais ou qui auront une puissance de communication voilà, réduite par rapport à d'autres. Donc ça, c'est assez variable, mais pour tout ce qui est serveur et puissance de calcul, c'est assez incompressible comme coût. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Alors bonjour, est-ce que le terme anonymisé s'entend au sens du RGPD? Si oui, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas faire un challenge sur des données génétiques? Alors oui, le terme anonymisé, c'est au sens du RGPD. Ça doit répondre aux critères du G29. Oui, c'est ça. Donc, il faut produire une analyse de risque de réidentification sur la base de données finale pour bien prouver que les données sont anonymes et répondent aux critères du G29.
Pour un challenge sur des données génétiques, C'est à creuser. c'est à creuser. Voilà. Donc, idem, pour approfondir le sujet, vous pouvez nous écrire pour voir ce qu'il est possible de faire. On pourra impliquer des juristes et des DPO qui pourront répondre plus précisément à cette question. Ensuite, on nous demande s'il s'agit de données anonymisées ou pseudonymisées. Donc, c'est bien des données anonymisées. On ne peut pas faire de challenge sur des données pseudonymisées. Je peux répondre à ça. Ouais, Agathe, si tu veux prendre des questions, pardon. Une question... Non, t'inquiète. Il y avait une question suivante qui disait « Si vous avez prévenu les patients, cela signifie que les données n'ont pas réellement été anonymisées ?» Alors, en fait, en termes d'étapes et de circuit des données, donc, c'était le data challenge de la Société française de pathologie que Philippe Berthaud vous a présenté. Donc, la Société française de pathologie a contacté les centres qui ont fourni les données. Les centres ont accepté de fournir des données. Et avant de collecter les données et de les désarchiver, ils ont d'abord informé les patientes. Si elles ne s'opposaient pas à la collecte de leurs données, alors ces données ont été anonymisées. Donc, les données qui ont été utilisées pour le Data Challenge étaient bien des données strictement anonymisées. Merci, Agathe. Confirme. Alors, ensuite, on me demande nombre de compétiteurs minimal de... je suppose que c'est le nombre de compétiteurs... Alors là, pour le nombre de compétiteurs, je ne sais pas si vous faites référence à une compétition Data Challenge ou à l'appel à projet. Si vous pouviez préciser votre question. Ensuite, le HDH fait-il partie du jury? Donc, j'imagine que c'est le jury de sélection à l'appel à projet. Alors, dans le cahier des charges, on a indiqué que des membres du HDH pourraient faire partie de ce jury. À l'heure actuelle, on n'a pas encore fixé le jury le comité de présélection et le jury d'audition. Mais dès que ce sera fixé, on publiera un règlement intérieur que vous pourrez consulter, où vous pourrez voir les membres du jury. Combien de projets de challenge seront acceptés? Donc, c'est un maximum de 10 projets qui seront accompagnés pour l'appel à projet 2022. Alors, bonjour. Pour les patients, c'est un consentement écrit ou une non-opposition. Alors, c'est un recueil de non-opposition qui a été fait dans le cadre d'une MR 004. Alors, voilà. Donc là, pour l'instant, je suis arrivée au bout des questions. Alors, la question est si un challenge ne reçoit que 2 compétiteurs. Il faut faire en sorte au préalable d'avoir plus que 2 compétiteurs. C'est-à-dire, une fois que vous avez préparé un data challenge, que vous apprêtez à le mettre en ligne et à l'ouvrir, il faut travailler sur une étape de communication pour attirer des compétiteurs à la compétition. Il faut vraiment faire en sorte de ne pas avoir que 2 compétiteurs. Mais ça, c'est en partie le travail de la plateforme de Data Challenge et par exemple Driven Data, c'est pour ça qu'ils prennent très cher, c'est qu'ils rayonnent à l'international. Donc, il n'y a aucun risque d'avoir que 2 compétiteurs. Hein. On aura plutôt 200 ou 2000. Alors, on nous écrit, vous avez essentiellement mentionné les data challenges organisés autour de défis prédictifs où les prédictions faites par les compétiteurs sont comparées à un diagnostic connu. Est-ce le seul domaine d'application de l'IA qui intéresse cette AAP? Les analyses de type optimisation de flux, problème du plus court chemin, sont-elles éligibles? Alors, oui, pourquoi pas. Il faut voir, dans le dossier de candidature à l'appel à projet, on demande l'approche de machine learning et d'IA qui est envisagée. Après, Agathe, tu veux compléter peut-être? Oui. En fait, il n'y a pas de restriction par rapport, on va dire, à la nature IA de la problématique. Nous, ce que l'on cible dans cette AAP,
ce sont des data challenges qui portent sur des données de santé et sur des problématiques de santé, des problématiques médicales. Après, si la problématique peut être résolue par une approche d'intelligence artificielle, quelle qu'elle soit, alors ça pourrait être envisagé. Voilà. Mais voilà, il faudra préciser l'intérêt du coup de ce type d'approche par rapport à la problématique médicale. Enfin, vérifier qu'il y a bien une pertinence de cette approche-là vis-à-vis de la problématique. Voilà. Alors, on a une autre question qui demande est-ce que seuls les technos IA sont acceptés? Donc, là, on organise des data challenges qui sont des compétitions en sciences des données. Donc, il faut que les problématiques médicales, enfin, il faut que le data challenge porte autour de l'analyse de données. De l'analyse de données, donc de la data science et donc d'une technologie d'intelligence artificielle, c'est-à-dire machine learning ou machine learning, apprentissage supervisé, etc. Si on demande, la plateforme est hébergeur de données de santé. Alors non, mais c'est pas nécessaire dans le sens où les données qui seront hébergées, ce seront des données anonymes. Donc au sens juridique, ce ne sont plus des données de santé. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'avoir cette sécurisation là. Cet AAP sera-t-il renouvelé? Alors, peut-être que là, on n'a pas l'information certaine, parce que ça, c'est plus une décision qui est prise de manière collégiale avec la DNS. On a Isabelle Gentil, normalement, qui est présente avec nous. Peut-être que Isabelle Gentil a la réponse à cette question, mais nous, on ne peut pas apporter de réponse certaine. A priori, oui, mais voilà, il faut... c'est à confirmer. On a d'autres questions? Alors, pour l'instant, on n'a pas plus de questions. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez été nombreux à vous inscrire et à être présents. Donc, c'est avec plaisir qu'on répond avec vos questions. Et puis, on rappelle que l'appel à projet se clôture le 2 novembre. On espère avoir... Voilà, on espère avoir beaucoup de candidatures. Voilà. Et n'hésitez pas à candidater. Alors on demande, la constitution du pool de données peut extraire des données du HDH pour compléter, donc des données du SNDS. Non. Là, les projets donc data change qu'on souhaite, que l'on cible dans le cadre de cet appel à projet, c'est vraiment des projets avec des bases de données, mais des bases de données de santé qui sont constituées par ailleurs. Et on ne peut pas envisager d'extraire des données du SNDS pour compléter la base de données des data challenge. Et notamment, sur le plan réglementaire, c'est vraiment différent. Et les contraintes réglementaires liées à l'extraction de données du SNDS permettent pas forcément d'organiser des data change dessus. Voilà. Alors, s'il n'y a pas plus de questions, on va vous envoyer dans le chat un lien vers un questionnaire de satisfaction, voilà, pour que vous puissiez noter l'événement et nous faire des retours et commentaires si vous en avez. Donc, si vous avez le temps de nous répondre. Alors, il y a une autre question. Une dernière question sur les... Oui, donc les IHU sont éligibles à l'appel à projet. Voilà. C'est peut-être pas indiqué pour l'instant dans le cahier des charges, mais ça va être indiqué prochainement.
Donc voilà, si vous voulez retrouver tous les critères d'éligibilité et de sélection, vous pouvez vous rendre sur la plateforme de candidature de BPI France. Je vais peut-être faire redescendre le lien que j'avais mis un petit peu plus tôt. Vous pouvez télécharger à la fois le dossier de candidature et le cahier des charges qui indique tous les critères d'éligibilité et de sélection. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse qui est affichée. Hop, voilà. Donc, il y a le lien vers le questionnaire de satisfaction qui est un peu plus haut. Et voilà. Et on nous demande si on n'a pas de gagnant. Donc, j'imagine à la compétition Data Challenge. La métrique, en fait, la métrique est faite en sorte pour qu'il y ait un gagnant. Il faut anticiper ce type de... Enfin, il faut concevoir le data challenge de sorte à ce que ce qui soit faisable. Enfin, à ce qu'il soit faisable et à ce qu'il y ait une discrimination, une distinction qui puisse être faite entre les différentes soumissions. Après, si, ça c'est le scénario catastrophe, mais j'imagine que si vraiment les scores sont très mauvais, on doit pouvoir inclure dans le règlement intérieur quelque chose qui indique que si vraiment on n'a pas de résultats significatifs, il n'y a pas de remise. Mais bon, ça c'est le scénario catastrophe qu'on espère éviter. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci à tous. On va clôturer le webinaire. Et encore une fois, si vous avez d'autres questions, voilà, vous pouvez nous écrire. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui répondront au questionnaire de satisfaction. On vous souhaite une très bonne soirée. Je remets le lien vers le questionnaire de satisfaction. Hop. Merci à tous.